Bienvenue à tous. Merci d'être présents en grand nombre au webinaire d'Ouranos. Aujourd'hui, nous avons deux webinaires sous le thème des inondations, deux projets de recherche qui ont été financés dans le cadre du soutien d'Ouranos au projet gouvernemental InfoCru. Le premier projet, celui qui se nomme IREN, mené par Karim Chekmani de l'INRS, découle d'une thématique de recherche sur la documentation des crues, une thématique qui était propre au projet Soutien InfoCru. Avant de laisser la parole à Karim, je vais laisser le Richard Turcotte du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la Faune et des Parcs, introduire quelques mots sur le soutien InfoCru et l'initiative du gouvernement. Merci Alexandrine. On le Je fait. peux l'embrasser. Oui, oui. Bon, c'est ça, les projets donc, qu'on finance dans le cadre du soutien InfoCru, on essaie de les mettre dans un contexte. C'est un peu les introductions qu'on fait avant ces projets-là. Je rappelle que le projet InfoCru, qui en est à sa dernière année, là, c'est un projet qui vise à faire de la cartographie prévisionnelle des étendues et des profondeurs d'inondation. Il y a déjà d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas vu là, sur le site Vigilance du ministère de la Sécurité publique, il y a une douzaine de bassins versants pour lesquels maintenant il y a la prévision de ces profondeurs et ces étendues-là. Et il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. C'est aussi un projet qui vise à faire la cartographie des zones inondables pour l'application réglementaire. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'actualité actuellement, l'idée de moderniser la cartographie et le règlement. Donc, InfoCru sert à faire une partie de la cartographie qui se retrouvera dans le cadre de cette application réglementaire-là. Alors, pour réaliser ce travail-là, ben, il y a un certain nombre d'activités qui se font dans le ministère, mais aussi un support important qui vient d'Ouranos. C'est un peu ce que la diapo décrit dans la partie du bas. Donc, de la R&D spécifique à des besoins d'InfoCru. Alexandrine a déjà évoqué le fait que le présent projet s'inscrit dans un de ces axes-là, puis aussi une thématique un peu plus ouverte. Le second webinaire de ce matin est dans un aspect un peu plus ouvert, de la recherche un peu plus ouverte autour de la question des inondations. Fait qu'environ 35 projets là, réalisés dans les dernières années, puis ce soutien-là, il se termine en mars de la prochaine année. On est en phase finalisation. Par contre, la collaboration avec Ouranos se poursuit. Elle est déjà réentamée dans un nouveau cycle de subventions, là, une subvention qui s'appelle Climo, qui va continuer à pouvoir regarder les questions de zones inondables, mais aussi les zones de mobilité, donc ZEDI et ZM dans la partie droite en bas de la diapositive, zones inondables et zones de mobilité, ainsi que la question qui est plus associée au manque d'eau, qui est le prélèvement. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin dans l'idée de vous évoquer cette subvention-là, mais juste pour dire que l'effort de collaboration avec Ouranos autour des inondations et plus largement autour de la gestion en eau se continue. Je plonge peut-être, en fait, j'ai trois diapos, voici ma deuxième. Donc, je pense plus spécifiquement dans le contexte de ce projet-ci. La question des étendues, des profondeurs d'inondation, c'est fortement associé à la question de l'utilisation de modèles hydrauliques. C'est des modèles qui permettent de faire un lien entre le débit, le niveau, le niveau d'eau et les vitesses d'écoulement, entre autres, là. Puis pour faire de la modélisation hydrologique sur le nombre de bassins importants qu'on a au Québec, ben, il faut acquérir beaucoup de données sur le territoire. Des données qui décrivent la géométrie des cours d'eau, et de leur plaine inondable, évidemment. Puis aussi des données qui permettent d'ajuster le modèle, de le caler, de le valider sur des événements réels de crues qui sont observés. Et puis quand on parle d'observer des événements de crues, on parle nécessairement de quelque chose qui nécessite une certaine rapidité d'action, hein. Les crues peuvent se passer rapidement, pas surtout les cours d'eau, mais peuvent se passer rapidement. Ça amène aussi des enjeux je dirais, de sécurité. Donc, c'est des choses qui doivent être réalisées, l'observation des crues avec une certaine forme de prudence. Alors, c'est quelque chose d'essentiel, mais quelque chose pour lequel il y a plusieurs défis dans l'acquisition de données. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, dans les dernières années, dans la réalisation d'InfoCru au ministère, on a fait beaucoup d'observations des crues avec l'aide de plusieurs partenaires, notamment en utilisant la prévision hydrologique pour enclencher le processus de mesure. Alors, chaque fois, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est des informations sur le niveau de l'eau. Vous voyez quelques statistiques sur le nombre de niveaux d'eau qui ont été en crue qui ont été obtenus dans la réalisation d'InfoCru, donc dans les 5-6 dernières années. Il faut aussi avoir, avec ces niveaux d'eau-là, de l'information sur le débit, donc à travers du jaugeage sur le territoire notamment, ou le recours à des stations hydrométriques. Puis il y a différentes approches alternatives aux mesures traditionnelles là, qui ont été mises en place. Vous avez un peu quelques informations sur la diapo.
Alors, je vais à ma dernière diapo avant de laisser la parole à Karem. Spécifiquement dans le cadre de cette subvention-là à Ouranos, on a demandé à faire, avec Ouranos, on a regardé un certain nombre d'approches hein, qui sont importantes pour mieux comprendre et puis pour améliorer les possibilités de mesure en situation de crue. C'est issu d'un atelier qu'on a réalisé avec un bon nombre de chercheurs et de spécialistes dans le domaine au tout début de la programmation. Et puis finalement, on a réalisé, en tout cas, il y a du moins 4 projets que je vous mentionne ici. Je vais vous les nommer rapidement. Incertitude associée à la mesure des lignes d'eau qu'on fait de façon traditionnelle. La mesure de débit qui est prise par des méthodes où on va utiliser des vidéos de la surface de l'eau pour tenter d'évaluer le débit. Donc, ça évite de devoir se mettre en situation de danger au moment d'une crue. Les incertitudes qui viennent des stations hydrométriques elles-mêmes en situation de crue. Donc, souvent, on va passer par les stations hydrométriques. Et puis, finalement, la présentation qu'on va voir aujourd'hui, où on réfléchit en termes d'imagerie radar pour faire une station de niveau virtuel et donc pouvoir avoir des mesures à distance. C'est le dernier de ces 4 projets-là qui est présenté. Alors, si vous allez sur le site d'Ouranos, vous allez pouvoir avoir de l'info sur les 3 autres. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entendre avec vous Karem qui va nous décrire les réalisations qui ont été faites dans le cadre de ce projet là, sur les stations de niveau virtuel. Alors, c'est mon introduction. Merci, Alexandrine. Je laisse la parole. Mm. Merci Richard d'avoir permis là, d'ancrer davantage le projet de Carême dans le contexte plus général du soutien InfoCru. Donc, juste avant de laisser la parole à Karim, je vais vous l'introduire. Donc, Karim Chokmani est professeur titulaire en télédétection et hydrologie statistique à l'INRS. Il détient un doctorat en géomatique de l'Université Laval, une maîtrise en génie rural de la même université, puis un diplôme d'ingénieur en génie rural de l'INAT en Tunisie. Professeur Chokmani travaille au développement de méthodes d'estimation et de suivi des ressources hydriques pour permettre l'application en hydrologie des données de télédétection et des outils géomatiques. Ses intérêts de recherche combinent les méthodes d'observation in situ, la modélisation statistique, la qualité synoptique des données de télédétection et la capacité de traitement spatial des outils géomatiques. Fort d'une longue expérience dans le domaine et l'application d'approches numériques, son équipe élabore des outils d'analyse et d'aide à la décision applicables à divers contextes en faisant appel notamment à l'hydroinformatique, à la géomatique et à la télédétection. Il a ainsi développé plusieurs créneaux d'excellence, dont la modélisation des aléas et la gestion des risques naturels, ainsi qu'en agriculture de précision. Il dirige également le laboratoire de télédétection environnementale par drone. Donc, après cette longue introduction, Karim, c'est à ton tour. Merci beaucoup, Alexandrie, pour cette introduction. Et merci, Richard, aussi l'introduction thématique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un... Ok, c'est bon, avec les... Entretenir du sujet d'un projet qui a été financé dans le cadre du programme InfoCru, qui s'appelle IREN. IREN, c'est la contraction de l'imagerie radar pour l'estimation du niveau d'eau. Donc, comme Richard l'a souligné, vous êtes sans le savoir que le niveau d'eau, c'est une information très importante en hydrologie. On a une gestion des risques d'inondation, donc d'où la motivation de tout ce programme. Peut être utilisé aussi dans l'érosion, donc le suivi des dispersions des contaminants, toute la gestion des ressources hydriques et les approvisionnements en eau pour des réservoirs. Donc, typiquement, on estime le niveau d'eau en installant des stations hydrométriques dans des endroits qu'on appelle des sites jaugés. Puis, on va mesurer avec divers systèmes de mesure. Et ça peut servir, entre autres, pour l'établissement des courbes de tarage là, qui est utilisé là, pour estimer les débits. Donc, vous voyez, l'importance est au cœur de l'estimation hydrométrique, là, cette notion de mesure du niveau.
Mais comme je l'ai dit, c'est généralement situé dans des sites qui sont près des villes ou des lieux accessibles. Donc, ce n'est pas souvent là qu'on a besoin d'informations. Des fois, on installe pour une période, puis après ça, pour une durée limitée, on démantèle le tout parce qu'il y a des coûts qui sont associés à le maintien et le fonctionnement des stations. Il nécessite, comme on dit, de l'entretien et des opérations de maintenance. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de proposer une approche satellitaire qu'on voudrait que ce soit opérationnel, permettant de créer des stations virtuelles de niveau d'eau. Lorsque je dis une station virtuelle, ça veut dire qu'on obtient de l'information sur le niveau d'eau sans intervention sur le terrain. Donc, sur une section qui est non jaugée. Donc, en utilisant la télédétection, la télédétection, son nom le dit, c'est la détection ou l'étude des objets à distance en utilisant le rayonnement électromagnétique. Ici, on utilise le système radar. Je ne vais pas entrer beaucoup là, dans tous les aspects de télédétection, radar et tout ça, mais on va aller directement au vif du sujet. Ici, dans cette présentation, pour la contrainte de temps et pour que ça soit plus, disons, ça coule de source, comme on dit, ou c'est comme ça se suit logiquement, j'ai choisi de présenter juste une partie de travaux qu'on avait fait réellement dans le cadre du projet. Le comité de suivi, ils sont au courant et tout ça, puis il y a des rapports qui vont être publiés, puis aussi on travaille sur une publication scientifique. Là, je vous présente aussi ici deux sous-objectifs. Le premier, c'est développer une méthode automatisée d'extraction de surface de l'eau ou de l'eau libre, qu'on appelle, à partir des données radar satellitaires sur une section de rivière sélectionnée spécifiquement comme emplacement pour, on appelle ça la station virtuelle. Donc, la station virtuelle, c'est un site qu'on choisit. Selon certains critères, on verra à la fin c'est quoi les critères. On va évoquer ces critères à la fin. C'est cette section qu'on appelle la station virtuelle. Ensuite, on développe, le deuxième, c'est à partir de cette détection de l'eau libre, on a développé une méthode d'estimation du niveau d'eau de la surface de l'eau, au niveau de la surface de l'eau, en croisant cette information-là avec l'information topographique de la section de la rivière. Donc, ici, je vais exposer les données qu'on a utilisées, on a utilisé donc les données satellitaires radar. Le radar, c'est un satellite, c'est un système de télédétection active qui, ça veut dire que le satellite envoie son propre rayonnement, il n'utilise pas le rayonnement solaire, c'est un rayonnement ici dans les longueurs de la bande C, c'est autour de 5 à 6 cm de longueur d'onde. Et il reçoit, et après ça, il mesure l'écho. Ça donne des images en noir et blanc. Et c'est très on appelle ça, adapté à la détection de l'eau. Vous voyez dans l'image à côté ici, on voit clairement les cours d'eau qui sont très sombres parce qu'ils réagissent d'une façon comme un miroir. Le signal, il va rebondir, il part dans l'autre sens, il ne revient pas vers le capteur. Donc, ces images radar proviennent du capteur européen Sentinel-1. Ils sont disponibles gratuitement en tout temps. Donc, en temps quasi réel, aussitôt qu'ils sont acquis, sont mises sur le site de distribution. L'agence européenne a là son site de distribution, mais sont accessibles à travers la plateforme Google Earth Engine qu'on a utilisée ici pour faire les pré-traitements. Donc, c'est plus facile, c'est très commode de faire les traitements et l'intégration et l'extraction des données, surtout si on n'a pas besoin de toute l'image, on a besoin juste d'une section sur une rivière ou sur un plan d'eau donné.
Donc, en même temps, il y a deux satellites, deux versions du satellite, le Sentinel-1A et 1B, qui sont en fonctionnement. Donc, ça a été lancé en 2024. Puis, ça donne des résolutions spatiales autour de 10 mètres. Puis, la couverture, elle peut varier un petit peu, mais autour de 250 km. Et on mesure ça c'est plus technique, là, on appelle la polarisation VV, verticale, puis toutes les autres croisées. On a typiquement une temps de revisite de 6 jours, mais plus qu'on va vers les latitudes supérieures à 45 degrés, là, il y a les chances d'avoir plus d'images parce que ça se croise plus souvent, augmentent, on peut aller 2-3 jours. On a utilisé aussi le modèle numérique de terrain. C'est un modèle qui est issu des données LIDAR. Ça vient de l'initiative provinciale de couvrir presque disons, le sud du Québec par des données de très haute résolution de 1 mètre. Ces données sont disponibles dans le programme Forêt ouverte, mais sont disponibles aussi gratuitement sur Données Québec. Aussi, on a utilisé aussi les données sur les réseaux hydrographiques du Québec. Ça nous a servi d'avoir l'empreinte ou la délimitation des polygones du réseau hydrographique. Donc là, comme vous l'avez vous êtes doté, donc on s'intéresse juste aux rivières qui sont représentées sous forme polygonale dans cette base de données. Elle est aussi disponible gratuitement sur Données Québec. Et on a aussi allé chercher pour des fins de validation des données des stations de gouvernement du Québec dans le territoire que tantôt Richard a présenté, ce qui correspond au Québec méridional. Donc, on a choisi des stations qui ont un niveau géodésique pour qu'on puisse les rattacher au modèle numérique de terrain. Bon, grosso modo, la méthodologie, ça a l'air un petit peu complexe, mais on va aller doucement. Donc, je rappelle ici les objectifs spécifiques. Donc, dans un premier lieu, on va faire ici, on va développer une méthode. Vous voyez ici dans le bleu et disons le mauve. Donc, les étapes là, pour faire la cartographie de l'eau libre. L'autre côté, donc, tout ce qui est en orangé, donc il y a des traitements qu'on applique sur le modèle militaire pour obtenir une autre représentation. Et en utilisant ces deux-là, avec la partie jaune, là, on fait le deuxième objectif, on réalise la méthode d'estimation du niveau d'eau. Les niveaux d'eau qui sont estimés, ils sont comparés au niveau observé au passage du satellite pour l'image correspondante sur la section. Donc, on a appliqué cette méthode sur des sites jaugés. La méthode est destinée à être appliquée sur des sites non jaugés, mais avant de dire oui, elle marche, on devrait l'appliquer. On se devait de l'appliquer sur des sites jaugés pour en mesurer les limites, vérifier les performances et donc voir c'est quoi les conditions d'application les plus propices à cette méthode. Donc, vous avez vu, quand je reviens ici, on a parlé de HAND. Donc, c'est une transformation de modèle militaire. J'ai commencé par ça. Donc, le HAND, c'est une abréviation de Height Above the Nearest Drainage. Donc, c'est un modèle numérique d'élévation normalisé à l'altitude de la rivière. Donc, si vous voyez ici, on commence ici, on a disons, des pixels représentés sous une forme matricielle, des pixels de 1 mètre. Vous voyez, tout ce qui est bleu, c'est la représentation de la rivière. C'est pour cette raison qu'on a besoin des polygones. Donc, on a besoin de
d'avoir le réseau de graphique pour lequel on veut normaliser notre modèle numérique de terrain. Et on va commencer par calculer le sens ou la direction de l'écoulement pour savoir pour chaque pixel de l'image ou du modèle numérique de terrain, quel est le pixel du cours d'eau qui le draine. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'eau, elle va dans quelle direction. Ensuite, vous voyez par exemple ici, on a les pixels d'eau, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ça, c'est le même ici. Et avec chaque couleur, donc vous voyez les numéros aussi, donc par exemple le pixel 5 d'eau, il draine tous ces pixels-là. On les a mis, on a réparti le chiffre 5 là, pour illustrer la partie drainée par le point 5. La partie drainée par le point 4, elle est en bleu pâle. La partie drainée par le point 3, tous les pixels sont vert pâle et ainsi de suite. Ensuite, on va prendre l'élévation de tous ces points-là. Donc, on a l'élévation ici, si ça varie de 30 mètres jusqu'à probablement 50 mètres ici. Et on va retrancher de chaque pixel qui sont pas hauts, ou même pixel, si on calcule, ça devient 0, la valeur de l'altitude de l'élévation du pixel drainant. Et on obtient ici une élévation au-dessus de l'eau. Et en plus, c'est juste, qu'on appelle ça, elle conserve, elle porte en elle cette notion d'hydrologique, de structuration de l'écoulement. C'est pour cela qu'on dit que c'est hydrologiquement cohérent. Ça nous permet donc, comme on dit, ça représente la différence d'altitude entre le point de rivière le plus proche dans lequel le point s'écoule. Et on appelle le niveau 0, c'est ici, là, pour dire que c'est le cours d'eau, c'est l'empreinte des polygones, des plans d'eau ou des rivières qui sont établis à partir de la géobase du réseau hydrologique du Québec. Pour dire juste un petit mot, cette notion de Inde, elle est vraiment très porteuse et très riche. Puis depuis qu'elle a été élaborée en 2011, elle trouve beaucoup d'applications, que ce soit en hydrologie ou en hydraulique, et même en érosion, en géomorphologie, tout ça, elle est très porteuse de sens. Donc, ensuite, là, parce qu'on travaille à une résolution de 10 mètres avec les images, donc on a agrégé le HAND en passant d'une résolution de 1 mètre vers une résolution de 10 mètres pour pouvoir travailler dans les deux avec les images radar. Ils ont une résolution de 10 mètres. Ici, je dis RSO, radar, c'est notre contrat, c'est radar synthétique d'ouverture, synthèse d'ouverture. Ça, c'est le nom scientifique, le type d'image qu'on utilise. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec on sélectionne notre site. J'ai oublié de dire, on sélectionne le site pour la station virtuelle. Dans ce cas-là, chez nous, on a pris quelques centaines de mètres en amont de la station ou juste à côté. Voilà, certains, en tout cas, on va discuter dans les résultats. On essaie de rester proche de la station hydrométrique à laquelle on veut se rattacher pour comparer les données. Et on a calculé le HAND dans cette section, aux zones d'analyse, ou la station virtuelle. Ensuite, on a, en commençant, en incrémentant, en élevant, parce qu'on calcule, je commence de 0. Et si j'ajoute, par exemple, 5 cm au-dessus, je peux retrouver les altitudes qu'ils ont 0, par rapport dans le HAND, qu'ils ont 0,5 altitude, 0,5 HAND, et je peux délimiter cette région. Donc, c'est comme que ça me donne, si je commence à remplir cette section d'eau, l'eau, je peux délimiter avec précision, l'eau, elle va se rendre dans jusqu'à où la limite ou l'étendue de l'eau
entre guillemets, théorique de l'eau. Là, on a fait par exemple, entre 0 et 3 mètres de hint avec un incrément de 5 cm. Ça, c'est pour le hint. Pour l'image radar, vous voyez l'image radar. Donc, ça, c'est dans le secteur, c'est proche de Québec, ici, c'est sur la rivière Chaudière, la station Saint-Lambert de Lauzon. Pour d'autres parties du projet, on avait pris des images drone au-dessus de cette section. La station, elle se trouve ici. Ça, c'est le pont qui enjambe la rivière. La station est ici à côté du pont. Donc, notre zone d'analyse, c'était cette partie-là. Donc, on a pris une image de drone le 2 octobre pour lequel on avait une image Sentinelle-1. Et on a délimité manuellement la limite de l'eau. Vous voyez ici en rouge, puis elle est en bleu dans les autres images. L'image originale, vous voyez là, qu'est-ce que ça donne, une image radar. C'est assez bruité parce qu'on appelle ça un bruit, on appelle ça intrinsèque dans les images, qui s'appelle le chatoiement, le speckle en anglais. Et c'est un bruit aléatoire qu'on ne peut pas, en tout cas, on se doit de filtrer si on veut analyser, on appelle ça analyser, classifier cette image haut ou non haut, ou extraire donc l'étendue d'eau de cette image. On a testé plusieurs types de filtres, on appelle ça des filtres adaptatifs, sont développés par la communauté de télédétection pour traiter les images radar ou RSO. Puis il s'avère qu'il y a l'image, entre le filtre qui s'appelle IDAN, ça c'est qui s'avère le mieux adapté pour notre situation. Il y a un filtre qui est le plus très populaire auprès de la communauté de télédétection, mais il n'est pas adapté à l'eau. Il garde encore du chatoiement, puis toute la partie transitoire entre eau et non eau. Il y a un petit peu, il y a des bruits qui demeurent dans ce secteur-là. Donc, on a adapté pour le reste des traitements, on a utilisé le filtre IDAN. Tout ça, ça a été fait test, donc, comme je disais, dans la plateforme, donc on est capable de programmer sur la plateforme Google Earth Engine. Ensuite, maintenant, pour détecter l'eau ou extraire l'étendue de l'eau, on a utilisé une procédure qui s'appelle de logique flow. C'est une classification par fonction d'appartenance en forme de Z. Elle estime la probabilité d'appartenance à la classe O de chaque pixel. Donc, plus la valeur de taux de diffusion, disons ici, sur l'axe des X, j'ai la rétrodiffusion ou du signal, la valeur du signal, le niveau des grilles de l'image. Et sur l'axe des Y, j'ai le degré d'appartenance ou la probabilité d'appartenir à l'eau. Donc, plus la rétroduction est faible, plus les chances d'être de l'eau sont grandes. Donc, on l'a utilisé parce que c'est une méthode simple, très rapide, puis elle est transparente. Aussi, elle offre certains d'autres avantages comme la robustesse de généralisation. Par rapport aux méthodes rigides, j'aurais pu prendre un seuil ici, dire tiens, je coupe ici, hop, je coupe de ce secteur ici, puis ça c'est de l'eau, ça c'est je prends un seuil, ça c'est de l'eau, et ça c'est la terre. Puis elle est flexible pour définir les classes, surtout dans les zones de mélange, et elle permet de gérer l'incertitude sur les données. Donc, surtout sur les zones ambiguës ou zones de mélange. Juste un exemple ici, qu'est-ce que ça peut donner donc, dans le même secteur, l'image. Donc, l'image originale. L'image filtrée par le filtre IDAN, sur lequel on a classifié entre 0 et 1 la probabilité d'appartenance à l'eau. Vous voyez les résultats, qu'est-ce que ça donne par rapport à un résultat de classification avec le filtre Refinery. On voit là que toujours il reste des incohérences, des erreurs
ou des pixels mal classés qui se trouvent à l'extérieur de la zone ou même à l'intérieur de l'eau. Bon, donc, étant donné que cette méthode nous permet de gérer un petit peu ces ambiguïtés, donc on a opté par utiliser cette fonction de logique flow dans un système d'estimation d'ensemble. Un système d'estimation d'ensemble, c'est qu'on utilise plusieurs classificateurs ou un ensemble de classificateurs. On crée la diversité, puis on réunit ou on intègre le résultat de plusieurs classificateurs. Puis ça a été démontré dans la littérature, ça donne des résultats plus robustes, en plus que ça nous enseigne sur l'erreur et l'incertitude de classification ou d'estimation. Dans ce cas-là, pour créer la diversité, sachant que les données radar, et eux, ils ont une erreur radiométrique dans le signal qui a été mesuré et documenté par la communauté scientifique, autour de 1 degré et 1 dB sur le signal. dB, c'est pour décibels. C'est l'unité de mesure aussi du signal radar, le niveau de gris qu'on voit là sur les images. Donc, les seuils pour lesquels on va faire la courbe d'appartenance, c'est le A, on a utilisé la moyenne de pixels ici, plus 1 dB, moins 1 dB, et la même chose, là, donc on a créé ici, on a 3 seuils donc pour l'eau et 3 seuils pour la Terre. Donc, 3 versions et 3. Donc, ce qui fait, ça peut nous donner, donc, si on fait, ça peut donner, si on utilise ça, 9 scénarios de classification. Mais ces classifications, il faut leur donner après ça un poids. Ils n'ont pas la même chance d'apparaître. C'est pour cela qu'on a utilisé, on appelle ça la quadrature gaussienne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais ça nous permet, qu'on appelle ça, ça présume que l'erreur est distribuée d'une façon gaussienne autour de la valeur nominale. Puis, on choisit des nœuds, ici dans ce cas, 2 nœuds, donc la valeur nominale plus ou moins racine de 3 de l'écart type. Et ça, chaque valeur a un poids. La moyenne a un poids de 2 tiers et les nœuds, ils ont une valeur de 1 sixième, donc 0,16 à peu près. Pour avoir la probabilité, on fait la somme pondérée de ces scénarios. Donc, ici, par exemple, chaque classificateur il va nous donner la probabilité d'appartenance. Puis, la probabilité d'appartenance finale, c'est la somme pondérée. Ou donc, chaque scénario ou chaque classification a un poids d'occurrence ou une probabilité d'occurrence. Voilà un exemple ici sur le même secteur de Saint-Lambert de Lausanne, sur la rivière Chaudière. Excusez. Donc, les 9 scénarios, parce que les 9 combinaisons de seuils A et B, ça c'est pour le 27 avril 2018. Vous voyez ici, on a dans chaque imagette, on a à gauche, on a la probabilité entre 0 et 1 de chaque image, de la même image, en utilisant le couple de seuils. Excusez-moi. Et ici, on a fait un masque. On a dit, tiens, on a pris un seuil. Lorsque la probabilité est supérieure ou égale à 0,5, on va dire que c'est de l'eau, inférieure sur la Terre. On a créé comme ça des masques. Vous voyez ici, ça, il y a des légères variations. Ces légères variations ici qu'on voit dans le résultat, si on compare celui-là, par exemple, avec celui-là, c'est les petites îles qu'on s'est dégagées. Donc, ces légères variations sont issues de la variation présumée d'erreur sur le signal. Désolé. Donc,
lorsque on a parlé du Hind d'un côté, on a parlé de l'étendue de l'eau extraite à partir des images de l'autre côté. Maintenant, on va estimer le niveau d'eau. Comment on fait? C'est qu'on va comparer les 9 classifications, 9 scénarios, dont chacun a une probabilité propre à lui, issue de la probabilité d'avoir les seuils A et B. Et on va le comparer avec donc, entre les 5, entre les incréments entre 0 et 3 mètres. Donc, j'ai 60 cartes d'étendue d'eau théorique, incrémentées avec 5 cm. On aurait pu le faire avec 1 cm, mais on peut le faire 5 cm. Puis ensuite, on essaie de superposer on prend une classification, on trouve dans les 60 scénarios théoriques quelle est l'étendue la plus proche en utilisant les critères de comparaison, c'est le IOU, ou les coefficients de Jacquard. C'est un coefficient qui compare des surfaces. Puis, on prend donc pour on a 9 classifications chacune on va associer avec un niveau. Le niveau final, ça va être la somme pondérée par leur poids respectif avec le niveau théorique correspondant. Donc, c'est quoi le IU? C'est l'intersection over union. C'est le rapport entre l'intersection de deux surfaces. Ici, dans l'occurrence, ici, on a la surface estimée qui extraite l'image satellitaire. Et de l'autre côté, on a la surface ou la vérité terrain. Dans ce cas-là, c'est entre guillemets au théorique qu'on obtient avec le Hind. Et on va le comparer. Donc, ça varie entre 0 et 1. Donc, si la forme est égale à 1, ça veut dire que la forme qu'on a prédite par le satellite et la forme qui vient de, disons, l'inondation ou au débordement théorique, ils sont identiques. Si c'est 0, ils ne se chevauchent pas. Donc, plus qu'on s'approche de 1, donc mieux est meilleure la correspondance entre ces deux informations-là. Par exemple, donc juste pour rappeler, on a d'un côté la surface de l'eau extraite par satellite. De l'autre côté, on a les théoriques. Donc, je ne sais pas si je peux, oui, annoter. Oui, je peux annoter. Donc, par exemple, ici, je vais comparer un par un. Par exemple, je prends celui-là, je vais le comparer avec chacun des scénarios et je calcule les IU ou l'indice de Jacquard entre celle-là et tous les théoriques. Et on le fait là pour l'ensemble des 9 scénarios de classification. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne. Par exemple, ici, on a ici le niveau d'eau. Ici, on a les indices de Jacquard ou IO par exemple, pour une classification. Avec, par exemple, sa coefficient de pondération, c'est 0,0, le poids 0,011. Celle-là, ça, si on voit ici, c'est les coefficients de A et B de classification. Ça, c'est A et B. Donc, ici, ça, c'est l'eau. Lorsqu'on a la rétrodiffusion où le signal radar est inférieur ou égal à moins 0, moins 20, c'est de l'eau. Lorsqu'il est supérieur à moins 7, c'est de la Terre. Entre les deux, on calcule une probabilité. Et ce scénario d'extraction, il a une probabilité de 0,11. De l'autre côté, on a la même chose ici, les deux, le A et B de classification, et
la probabilité d'occurrence de cette classification, elle est de, disons, 0,03. Et on compare. Il y a certains, par exemple, des niveaux faibles ici, ça ne correspond pas. Donc là, on se rapproche ici. Donc, ici, ça, on tient des valeurs élevées de correspondance, puis après ça se dégrade. La même chose ici, par exemple, un niveau plus faible. Là, on a mis en évidence les valeurs, on prend les 10% les plus hauts, puis on calcule, on enlève les valeurs aberrantes, on calcule une moyenne de niveau d'eau. Un exemple de calcul, donc on a pour chaque scénario de classification, pour le 1, on a trouvé que c'est le niveau des 2,6 mètres au-dessus du niveau de la rivière, qui est notre zéro, avec un IO de 0,73 et ainsi de suite. Puis, chaque niveau, il a une probabilité qui est issue de la combinaison, qu'on appelle ça les combinaisons entre les versions de les 3A et les 3B. Et en faisant la moyenne pondérée, on peut calculer le niveau moyen au-dessus du niveau de la rivière. Avec aussi, ça nous permet, la méthode quadratique, ça nous permet aussi d'estimer l'écart type. Ça, c'est en mètres, bien sûr. OK. Voilà le résultat. On commence. Je présente ici, je pense, six stations. On a des sites qui montrent des résultats satisfaisants. Donc, c'est assez, on va prendre un peu de temps pour, je vois que ça passe là, sur les résultats. Donc, rapidement, ce qu'on voit ici, donc, ça c'est l'emplacement. Donc, on a le site, ça c'est notre station, la zone d'analyse ou la station virtuelle. Ici, le MNT. Pour qu'on puisse illustrer ici, on a fait un profil, on le voit, la rivière ici, on a le niveau 0, donc ici, ça c'est le niveau de la rivière, puis on a des îlots, puis on a ici la berge qui est un petit peu plus élevée de ce côté-là. Et le HINT, donc le HINT 0, il faudrait qu'on mette l'empreinte de la rivière, ça vient d'autres sources de données, donc ça vient de GRHQ. Et lorsqu'on fait les résultats, lorsqu'on a pris une série d'images entre 2018 jusqu'à, je pense, 2023, on voit ici en rouge, c'est l'estimation, et en mauve, c'est les observations. On voit ici, on a mis le rouge sur le niveau qui correspond au HINT 0. Pour nous, on n'a aucune information, ce n'est pas le terrain. Donc, on ne peut pas produire des valeurs théoriques en bas de cette valeur-là. Pourtant, pour ces dates-là, on a beaucoup de dates là, qui sont en dessous. Donc, ça, c'est une limitation. Ce que je signale, c'est le HINT 0. Donc, on va voir en parler vers la fin. On voit ici, pour certains, on a fait des zéros, donc où on descend, donc on ne peut pas descendre, la plus proche, c'est-à-dire la meilleure correspondance, c'est avec le HINT 0. Et lorsque le niveau augmente, on arrive à estimer ici, on arrive avec un biais de 14 cm et un RMSE de 24 cm et un H de 0,9. Un autre site dans lequel marche, on voit aussi, ici c'est le lac Maskinongé, donc la station Saint-Gabriel de Brandon. On a ici une plage qui va doucement. Ce que je veux signaler ici, vous voyez ici donc la variabilité des valeurs. Donc ici on va de 0 à 3 mètres. Le niveau même peut descendre en bas de moins 1,5 HINT, du HINT. Donc ici, on a quand même un niveau entre 0 et on peut aller jusqu'à 2 mètres de changement de niveau. On voit la pente régulière ici sur cette plage-là. La station, elle se trouve ici, très loin. Donc c'est un lac.
on arrive à faire aussi l'estimation avec un aérocaris de 76, un 5 cm de biais, mais une erreur de 42 cm à la mesure totale. Là, c'est les sites modérés. Donc, ça, c'était le lac Elmer. C'est sur le quai de la municipalité Stratford, Stratford pour la station. On a fait le tour du lac là parce qu'il y a des problèmes aussi. On va voir il faut que les berges soient dégagées. Donc, il faut on voit lorsqu'il y a une augmentation de niveau, il y a un élargissement de le plan d'eau. S'il y a des obstacles, si c'est abrupt ou il y a par exemple de la végétation, on ne voit pas la dynamique. Ici, donc, on a pris le site ici, on a la coupe, on la voit ici. Vous voyez ici, on a une dynamique en bas de 60 cm. C'est entre 0 et 60, ça ne varie pas beaucoup. Avec le hand, ça fait même que les observations on a pris, là, il y a beaucoup qui sont en dessous du hand pour lesquelles on ne peut pas faire une estimation. Mais pour la majorité, on ne peut pas faire une estimation, on dit que 0. Lorsqu'on a un 0 ici, ça veut dire que c'est le hand ou le niveau de la rivière ou en bas. Là. Donc la rivière, le niveau nominal qui se trouve dans la carte ou dans l'empreinte qui est réalisée dans le GRHP. Quand même, on a une RMSE de 8 cm là-dessus, dans cette estimation. Un autre site modéré, c'est la rivière Yamaska. Ici, la station se trouve au centre-ville, là sur le pont ici. Il y a le pont, je pense un peu le pont ferroviaire ici, mais on est allé plus loin pour avoir un site dégagé, ne pas encaisser quand même, et pour lequel on peut avoir une dynamique. Vous voyez ici, les valeurs de niveau au-dessus du niveau nominal de rivière, de sa part de 0 à peu près à 1 mètre et demi. On voit qu'une berge ici, je pense que la berge gauche, elle est très encaissée, donc il n'y a pas de dynamique de largeur, mais il y a une partie ici, la rivière elle passe ici, puis elle déborde de ce côté. On voit que pour des valeurs en bas de 1 mètre, ça marche relativement bien, mais on dirait qu'il y a un phénomène de saturation, donc je pense lorsqu'on arrive à cette berge qui est abrupte ici. Les cas où ça ne marche pas, dans lesquels on a même un H négatif, ici c'est le lac Mégantic, la station le lac Mégantic, elle est là. On n'a pas trouvé, vous voyez ici, il y a des traits ici anthropoisés, il n'y a pas de truc de dynamique, on est le seul, c'est la plage qu'on a trouvé ici. Il y a la plage de ce côté, puis ça c'est le profil. Mais regardez aussi la dynamique, c'est en bas de probablement 60 cm aussi. Donc, pour des faibles valeurs, on est correct, mais on n'arrive pas à de surestimation, sous-estimation. Donc, la dynamique de la rivière, du lac, de niveau d'eau, elle est très restreinte. Ça marche pour certaines valeurs, mais d'autres valeurs, probablement ici c'est à cause qu'on a parce que c'est dirigé nord-ouest, puis comme on appelle ça, dans les vents, puis c'est sensible à la formation de vagues et vaguelettes, et dans ce cas-là, dans ce cas-là, le radar les signatures changent, donc les pixels ils paraissent plus clairs, puis ils ont plus de chances d'être classés comme la Terre. Un autre cas aussi, c'est le cas de lac Brome. La station ici, puis il y a une petite plage dégagée ici, à côté. Là aussi, on est en bas de 35 cm, on est presque 20 cm de dynamique de changement d'eau.
Je pense, là, c'est la limite, là, on atteint la limite de l'estimation. Ça ne change pas beaucoup et on n'est pas capable de l'estimer, donc le NH est négatif. Donc, la valeur moyenne est meilleur estimateur que notre estimateur. Donc, en conclusion, l'objectif, ça a été de développer une méthode de satellitaire opérationnel pour la station virtuelle. On a démontré que ça marche dans des endroits qui sont typiques, là, ils sont pas encaissés, on a une belle dynamique. Il faut aller à un endroit où on a l'eau, elle change beaucoup pour qu'on puisse dégager une estimation acceptable. Donc, les résultats sont mitigés. Donc, il faut aller plus loin. Donc, il y a probablement l'impact du filtre chatoiement, aussi les caractéristiques, en tout cas c'est le même niveau, les caractéristiques du site. Donc, il faut une grande amplitude d'eau. Il faut aussi, il n'est pas obstrué, dégager des zones de marnage qui sont vraiment bien claires pour qu'on puisse les saisir par le radar. Aussi, le MNT qu'on utilise, il faut qu'on ait qui offre un maximum d'estimation. Ce qu'on conseille, c'est d'utiliser des sites idéaux, là, avec une belle pente, non pente en berge, les berges en pente qui sont dégagées. Il faut produire probablement un MNT local dans une période de détillage pour qu'on saisisse toute la dynamique du HANT. On peut utiliser des filtres aussi pour le chatoiement, pour ces erreurs-là. Aussi explorer de nouvelles méthodes plus robustes, d'autres méthodes comme l'apprentissage profond pour la classification de l'eau libre. Je voudrais remercier, avant de finir, le comité de suivi ainsi que le comité aviseur. Suivi, c'est Alexandrine Bisaillon et Marco Brown. Le comité d'aviseurs, Richard Turcotte, Vincent Tremblay, Vincent Fortin, Pascal Matt, Daniel Desèvres, Simon Toulchoc-Leclerc et Robert Lecomte, qui proviennent des universités, des entreprises, tout ça, c'est du gouvernement. Leur vraiment conseil et suivi, c'était très salutaire pour le projet, comme on dit. Je remercie aussi le programme Infocuri pour le financement, le ministère de l'Environnement et Oranos. Et je remercie mon équipe. Ils m'ont beaucoup travaillé fort, malgré des conditions très difficiles avec la COVID. Et ensuite, on a eu une cyberattaque là, qui nous a paralysés pendant 6 mois. Jimmy Poulain, Anas Halalem, Yves Gauthier, Richard Lissou et Jasmin Gilles Fortin. Merci beaucoup. Et ça conclut mon intervention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Karim, pour le travail dans le cadre du projet puis pour la présentation. Il nous resterait quelques minutes pour une brève période de questions. Donc, on va être en mesure de prendre une ou deux questions. Je vous invite à lever votre main, puis je serai en mesure de pouvoir prendre les questions. Donc, vous inviter à ouvrir votre micro. Ou non, il y a toujours la possibilité également de les écrire dans le chat. Je vois une main levée de Guillaume Roy. Applaudissez. Oh, c'est un applaudissement. Bon, d'abord, il y a une main levée Mais il peut poser des d'Alexandre questions. Gagnon. C'est un bonus avec Karim. Merci. Oui, Et merci. Alexandre Gagnon. Oui, merci Karim là, pour le projet. Ma question, c'est assez courte. C'est en fait, est-ce que la sélection des sites doit se faire principalement disons, de manière manuelle avec une expertise terrain ou il y a des façons de présélectionner des sites avec des Une excellente paramètres? question. Donc, vous avez remarqué que le choix du site est très crucial là-dedans. Pour le moment, on peut le choisir à la main en ayant de l'information sur tout ça, avec les images, tout ça, puis on peut choisir un site, comme dit, il faut que les berges soient dégagées, qu'ils offrent une belle dynamique de changement de largeur et tout ça, donc il y a une belle pente. On peut penser à un moment donné, ça pourrait faire un projet de maîtrise ou de doctorat, là, tout ça, là, de faire une sélection automatique. On a des données de LIDAR, on a des données d'occupation du sol et ainsi de suite. On pourrait probablement présélectionner des sites et les confirmer manuellement.
Donc, c'est une excellente question. C'est crucial le choix du site pour installer la station virtuelle. Merci, Karem. Il y a également des questions qui apparaissent dans le chat, donc j'ai le temps Oui. d'en poser minimalement une. Est-ce que les ponceaux ont-ils été intégrés, donc pour creuser le modèle numérique de terrain, par exemple? C'est une bonne idée, ça, parce que pour créer le HAND, il faut s'assurer qu'il y a la connectivité et tout ça. Mais là, nous, on travaille sur les réseaux de graphique polygonal. On est loin de les zones agricoles où il y a des ponts et ponceaux qu'il faudrait les creuser. Et c'est juste la proximité. Dans les zones où on n'y va pas. Mais si on a un site où, par exemple, il y a un petit ruisseau juste à côté, il y a un pont et tout ça qu'il faut creuser pour s'assurer que le HAND est calculé comme il faut, il faudrait le faire manuellement. Si ça rejoint aussi la question d'Alexandre, c'est-à-dire le choix du site et s'assurer la connaissance du site. Donc, mais il faut creuser, enlever pour que l'eau assurer une belle direction d'écoulement correcte là, qui suit vraiment la réalité du terrain. Merci pour la réponse. Donc, j'ai le temps de poser la dernière question qui apparaît au chat. Est-ce que cette méthodologie pourrait être appliquée en contexte de submersion côtière? Certainement. Certainement. Donc, on l'a vu dans les lacs. Imaginez un lac, là, au lieu d'un lac, c'est un grand, grand, grand lac. Ça devient une mer ou un océan, oui, tout à fait. Mais il faudrait choisir quand même le site dans lequel on choisit. Là, donc. Et j'ai oublié aussi, en présence de glace, ça ne marche pas. Donc, il faut s'assurer qu'on est dans l'eau libre, il n'y a pas de glace, et parce que sinon, la classification ne marche pas. Donc, le signal radar de la glace altère le signal de l'eau. Mais oui, ça marcherait dans une zone côtière aussi. Oui, Richard. Oui, je voudrais souligner, ce ne sera pas une question, mais on est vers la fin, mais je voudrais d'abord remercier Karem, puis aussi souligner, Karem l'a dit en introduction, il n'a pas présenté le projet linéaire comme le projet s'est déroulé. Hein. Il y avait une hypothèse de base au début, et c'est ça la beauté du projet scientifique qui l'amenait sur une toute autre direction. Aux trois quarts ou presque du projet, il a découvert que c'était un cul-de-sac et il a rebondi avec une solution, celle qu'il vous a présentée aujourd'hui, qui est prometteuse, mais évidemment, il n'a pas eu toute la durée du projet pour l'explorer. Donc, je voudrais peut-être juste souligner cette démarche scientifique puis cette réaction dans le projet pour trouver une solution. Donc, ça mérite d'être mentionné, à mon avis. Merci, Richard, tout à fait. Mais c'est une belle expérience. On était bien accompagnés aussi avec le comité aviseur. Des gens intéressés, intéressants. Merci. Merci, Richard. Ça donne un peu le mot de la fin là, sur le projet. Donc, je vais remercier Karem. Je vais remercier également votre participation. Puis, je vous laisse une minute là, de repos avant le début du prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci à tout le monde pour votre intérêt.